Et bienvenue, député de la 4e circonscription des Français de l'étranger, c'est le Benelux. Tout à fait. Ça tombe bien, le président se rend à Bruxelles, donc vous êtes l'invité idéal pour la journée. Le président a parlé aux Français hier avant de partir à Bruxelles. Il veut maintenir son projet validé par l'élection présidentielle, mais ce projet n'est-il pas caduc après les législatives ? Non, je ne crois pas, parce que les Français ont fait un choix très clair les 10 et 24 avril dernier, sur un projet résolument républicain, européen et écologique. Et réformiste. Oui. Et réformiste. Et les Françaises et les Français ont fait le choix, au moment des élections législatives, de donner au président de la République le groupe le plus important, puisque nous avons encore le groupe le plus conséquent au Parlement. Une majorité relative. Mais de faire aussi émerger d'autres forces politiques. Et c'est un appel collectif à gouverner et à légiférer différemment que nous ont adressé les Françaises et les Français. Et donc maintenant, à nous, responsables politiques, de l'entendre et d'apprendre à travailler différemment, ce que l'ensemble des pays européens, presque l'ensemble des pays européens, savent faire. Et donc à nous de prendre nos responsabilités. Nous, on n'est pas habitués parce qu'on n'a pas la proportionnelle, on va devoir donc s'y mettre. Dans les comptes qu'a fait le président, il dit qu'il manque une trentaine de députés, mais quand on compte bien, il en manque 44 pour avoir la majorité. Il s'est trompé de 50% là. Écoutez, je pense qu'il doit y avoir des discussions avec beaucoup de parlementaires depuis maintenant quelques heures, quelques jours. Il va falloir qu'on construise des coalitions ou des majorités texte par texte, comme il l'a dit lui-même hier soir lors de son allocution. Et donc, il va y avoir un travail minutieux à faire au Parlement, et le Parlement va devenir l'épicentre de la vie politique française dans les 5 années à venir. Et donc, il faudra aller chercher au cas par cas des députés. Et moi, je souhaite qu'on puisse construire une forme de coalition des pro-européens. Des écologistes modérés, en passant par les sociodémocrates, en passant par ce grand courant central que nous incarnons, jusqu'aux républicains qui croient dans l'intégration européenne. Nous sommes capables de le faire au Parlement européen. Hier, le Parlement européen a adopté le paquet climat, qui est une grande avancée pour la lutte contre le dérèglement climatique, avec les voix des écologistes jusqu'à celle de la droite modérée. On doit faire pareil à l'Assemblée nationale sur les grands textes qui sont d'intérêt pour le pays. Alors, vous parlez d'un accord texte par texte. Le président a écarté l'idée d'une union nationale. Entre les deux, il y a l'idée d'un contrat de gouvernement, d'un accord plus global sur une série de textes ou sur une période. Ça, vous y renoncez, c'est trop. Les LR sont trop durs. Quand on voit la façon dont certains responsables d'opposition ont réagi hier soir, on se dit qu'on est encore loin de la culture du compromis et de la discussion et du dialogue qui est pourtant nécessaire dans notre Parlement. Et donc il faut évidemment essayer de travailler sur un contrat de coalition. Ce serait évidemment beaucoup plus confortable, beaucoup plus sécurisant pour l'avancée des textes. Mais on voit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de blocages et de réticences. Moi ce que je crois, c'est qu'il faudra, en fonction des sujets, sur l'école, sur la santé, sur le pouvoir d'achat, sur l'environnement, et bien être capable de construire des majorités différentes sur chacun des textes. Et bien, par exemple, le pouvoir d'achat, puisque c'est le premier texte qui va venir, comment on fait ? Eh bien, on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on propose la réindexation des retraites, la mise en place du bouclier tarifaire pour continuer à protéger le pouvoir d'achat des Français. Moi, je ne connais pas de groupe d'opposition qui aujourd'hui pourra regarder les yeux dans les yeux les Françaises et les Français en leur disant « je vais m'opposer à la réindexation, c'est-à-dire à l'augmentation des petites retraites. Je vais m'opposer à la mise en place du bouclier tarifaire. » Et donc, nous, on proposera nos solutions pour protéger le pouvoir d'achat, comme on le fait depuis le mois de septembre dernier. Et puis, les autres formations politiques seront les bienvenues pour enrichir ce projet de loi. C'est ça la culture du compromis et de la coalition. La gauche va vous dire d'accord pour l'indexation des retraites sur l'inflation, mais pas 4%. Faites plutôt 6, faites plutôt 7. Que répondrez-vous ? Je répondrai, si j'étais en responsabilité de décider, que nous devons discuter et dialoguer. Et donc, c'est ça la nouvelle culture politique qui va s'imposer à nous. Il n'y aura pas de décision prise a priori. C'est le débat parlementaire, c'est la discussion permanente, c'est le dialogue soutenu et régulier entre les forces politiques qui décidera des orientations politiques. Et donc, si demain on arrive sur la réindexation des retraites et que des formations politiques nous disent nous pourrions aller dans ce sens-là ou dans un autre sens, ce sera à nous d'écouter et d'entendre et d'être capable de faire aussi des pas vers eux. Mais pour ça, il faut être deux. Et donc, la majorité est prête à le faire. Moi, je souhaite que les oppositions aillent dans cette même direction. Le président a mis 2 bornes quand même, sans jeu de mots. Pas d'aggravation de la dette, pas d'aggravation des déficits. C'est bizarre de dire ça quand on est le président du quoi qu'il en coûte. Oui, mais nous sommes dans une situation économique et financière qui n'est plus celle que nous connaissions il y a encore quelques mois. Il n'y a plus de marge. La dégradation des comptes publics va extrêmement rapidement. Nous sommes dans une situation de tension très dure liée à la guerre en Ukraine. Nous sommes rentrés dans une forme d'économie de guerre, comme l'a dit le président lui-même. Et donc, il faut que nous fassions extrêmement attention à nos comptes publics. Nous sommes dans une situation périlleuse de ce point de vue-là. Le président a laissé 48 heures aux groupes politiques pour arrêter leur stratégie. Quand il reviendra de Bruxelles, il veut des réponses. Il veut que les groupes politiques lui disent en toute transparence jusqu'où ils sont prêts à aller. C'est pas un ultimatum un peu trop court. Ça peut s'apprendre en marchant, cette culture du compromis. Ça peut s'apprendre en marchant, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités dès à présent. On n'a pas le temps d'attendre, si je puis le dire ainsi. Nous sommes dans une situation qui est difficile.
le retour de l'inflation qui met au défi le pouvoir d'achat des Français, la guerre qui est présente en Europe, l'urgence climatique qui se rappelle à nous quotidiennement en ce mois de juin. Et donc, il y a besoin de prendre des décisions fortes et rapides. Et le président de la République, hier soir, il a placé les responsables politiques au Parlement devant leurs responsabilités. Il leur a dit « sortez de vos habitudes ». Apprenez à discuter, sortez des logiques partisanes, c'est dans l'intérêt du pays. Et moi, j'appelle vraiment mes collègues à le faire. Les Français ne comprendraient pas que nous puissions ne pas nous entendre. Ils nous ont adressé un message très clair. Ils ne nous ont pas dit qu'ils voulaient la paralysie. Ils nous ont demandé de gouverner et de légiférer différemment et autrement en nous parlant. Et donc, c'est notre responsabilité de le faire, mais aussi à l'opposition. Si l'Assemblée, épicentre de la politique, comme vous le dites, bloque, il y a d'autres moyens de diriger un pays. On peut faire des décrets, bien sûr. On peut aussi faire des référendums, faire de la démocratie participative, contourner l'Assemblée par le peuple. Oui, mais l'Assemblée, ça reste le lieu d'expression de la volonté populaire. C'est-à-dire, les femmes et les hommes qui ont été élus dimanche soir dernier sont les représentants du peuple. Et donc, le Parlement restera toujours le cœur de la démocratie française. Après, vous avez raison, il faut qu'on apprenne à construire la loi, à faire avancer le pays différemment. On avait commencé dans le quinquennat passé avec la Convention citoyenne pour le climat. Le président de la République a proposé le Conseil national de la refondation. Il faut qu'on avance sur ce chemin-là en associant mieux les corps intermédiaires, les Françaises et les Français, toutes les forces vives du pays. Ce qu'on n'a pas fait suffisamment, il faut le dire, ce qu'on n'a pas fait suffisamment dans le premier quinquennat, eh bien là, la volonté d'une méthode renouvelée est très claire de notre part. Une session extraordinaire va s'ouvrir au Parlement. Ça donne le droit à un 49.3. Il faudra l'utiliser sur le pouvoir d'achat si ça coince. On n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas dans une logique brutale et de volonté d'écraser les autres si ça ne fonctionne pas. On est dans une nouvelle période, dans une nouvelle époque politique. Il faut que chacun se mette à jour intellectuellement. La vie politique telle qu'on la connaissait autrefois, c'est terminé dimanche soir. Aujourd'hui, nous rentrons dans une époque qui est celle de la coalition, qui est celle du compromis, qui est celle de la discussion, qui est celle que l'ensemble des démocraties, des grandes démocraties européennes connaissent. Et notre situation n'est pas plus difficile que celle que connaît par exemple l'Italie, n'est pas plus difficile que celle que connaît l'Espagne, le Danemark ou la Suède, où vous avez des gouvernements minoritaires, n'est pas plus difficile que celle que connaît l'Allemagne aujourd'hui. C'est simplement une question de culture. Il faut qu'on remette à jour notre culture politique et moi je suis convaincu qu'on peut y arriver. Avec quand même l'idée... On ne peut pas s'en empêcher de se dire que la dissolution arrivera dans le cours de cette mandature. Moi, je ne crois pas à ça. Ça peut durer 5 ans. Moi, je crois, oui. On va apprendre. Oui, on va apprendre. Moi, je crois à la responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire, si demain, on était dans une situation de blocage, vous croyez sincèrement qu'une formation politique en sortirait grandie ? Ce serait le désenchantement encore plus marqué que celui qu'on connaît déjà aujourd'hui. Et donc, de la France insoumise au Rassemblement national, en passant par les socialistes ou le courant central que nous incarnons, tout le monde serait perdant et ce serait le pays qui serait bloqué. Donc, il n'y a aucun intérêt à ça. Tout le monde a intérêt à travailler, à faire avancer le pays, parce qu'il y a des défis importants. Édouard Philippe n'est-il pas l'homme clé pour parler dans la coulisse aux modérés des Républicains, c'est son ancien parti, et les amener texte par texte à voter? Mais Édouard Philippe est un pilier de la majorité. Il est aujourd'hui responsable d'un parti qui a un groupe au sein de la majorité parlementaire, Horizon. Édouard Philippe, au même titre que d'autres responsables de la majorité, vont jouer un rôle important. Mais on parle beaucoup des Républicains. Et effectivement, il faut se tourner vers eux. Ils sont un groupe important. 60, mais moi, je veux aussi me tourner vers les écologistes. Je veux aussi qu'on puisse travailler avec les sociodémocrates. Tous ces gens-là qui ont fait une alliance ponctuelle avec la France insoumise et avec d'autres, au fond, ne partagent pas grand-chose. Et ça s'est vu d'ailleurs dans les campagnes législatives en fonction du candidat que vous aviez face à vous. C'était pas le même discours qu'un insoumis radical. Et donc il faut qu'on soit capable d'aller chercher ces députés-là qui vont avoir leur groupe. Les écologistes vont avoir leur groupe, les sociodémocrates vont avoir leur groupe. Mais moi je suis convaincu qu'on peut travailler avec eux comme on pourra travailler avec les Républicains. Pour faire ce travail, il faut un profil politique à Matignon. C'est ce que dit François Bayrou, visant bien sûr Elisabeth Borne, la techno. Est-ce que vous défendez la Première ministre? Oui, moi je défends la Première ministre qui est tout à fait légitime aujourd'hui. Elisabeth Borne a été une ministre extrêmement importante du quinquennat passé, qui a mené des réformes très difficiles, qui a réussi à les faire aboutir au Parlement. Elisabeth Borne n'est pas la techno que l'on veut dire. Elisabeth Borne est une femme politique à part entière et qui saura, j'en suis certain, mener à bien la majorité et trouver des compromis avec les autres formations politiques de l'Assemblée. Nous l'avions hier soir dans une forme d'intergroupe entre les différents groupes de la majorité. Son discours était très clair. C'est elle la chef de la majorité. Il faut la soutenir aujourd'hui. Et on est dans un... Vous avez peut-être remarqué que depuis quelques heures, une nouvelle page de la majorité est en train de s'écrire. Elisabeth Borne est Première ministre. Aurore Berger est présidente de notre groupe. Yael Braun-Pivet est notre candidate au perchoir de l'Assemblée nationale. 3 femmes. Eh bien, ces 3 femmes, c'est elles qui vont diriger la majorité et on les soutient. Il va y avoir un remaniement, au moins 4 ministres à remplacer. C'est l'occasion d'offrir des postes à ces groupes, non pas d'opposition, mais avec lesquels vous voulez travailler pour incarner la coalition. Ah, mais ça reste, c'est la prérogative du président de la République, mais
si il y a des bonnes volontés qui veulent travailler avec nous, nous avons toujours été pour le dépassement politique. C'est l'essence même du macronisme, le dépassement. Eh bien, ce dépassement, on doit le poursuivre au gouvernement, si c'est possible. Ça reste la première ministre et le président qui en décident, mais aussi à l'Assemblée nationale. C'est comme cela qu'on va travailler dans les semaines à venir. Vous citiez Yael Braun-Pivet, qui devrait donc prendre le perchoir mardi prochain. C'était pas la candidate de l'Élysée. L'Élysée laissait dire que Roland Lescure était leur préféré. C'est un signe d'indépendance des députés ? C'est surtout la reconnaissance du travail accompli. À la tête de la commission des lois. Bien sûr, Yael Braun-Pivet est une très grande présidente de la commission des lois. Elle a fait un travail remarquable. Et moi, je suis certain que ce sera une grande présidente de l'Assemblée nationale. Et donc, elle a tout notre soutien pour son élection mardi. Alors, Emmanuel Macron se rend au sommet européen. Faut-il accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie, ou faut-il faire cette communauté politique européenne plus large, mais moins intégrée ? D'abord, il y a eu un signal politique extrêmement clair qui a été envoyé par le président de la République, Olaf Scholz et Mario Draghi, en allant à Kiev la semaine passée pour marquer le soutien et la volonté des Européens à l'intégration de l'Ukraine. C'est un signe très fort qui est au fond de dire que le sang versé par les Ukrainiens dans cette guerre est le sang versé au nom des libertés que nous connaissons ici en Europe et au nom du projet européen. Et donc c'est la reconnaissance de l'intégration et de la volonté de l'Ukraine d'appartenir à la communauté européenne. Ce voyage, il a été beaucoup commenté, en particulier en France. Mais on en voit aujourd'hui le résultat, parce qu'il n'y avait pas de majorité pour faire de l'Ukraine un pays candidat à l'accession à l'Union européenne. Et là, c'est fait. Et grâce à ce déplacement du président de la République, d'Olaf Scholz et de Mario Draghi, qui, eux, je le dis, n'étaient pas en campagne, parce qu'on a prêté beaucoup d'attention au président de la République, a permis de débloquer les lignes en Europe. Et cet après-midi et demain, les chefs d'État vont octroyer ce statut d'État candidat. C'est une bonne chose. Il faut qu'on intègre l'Ukraine. Pas de passe-droit. Il faut que les choses prennent leur temps. On n'entre pas dans l'Union européenne du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de critères à respecter. Mais d'abord, ce signal politique était important. Et moi, je souhaite qu'il puisse être affirmé avec la plus grande force cet après-midi. Est-ce que ça veut dire que les Balkans, en revanche, passent derrière, notamment la Serbie ? Il y aura un sommet qui précédera une rencontre avec les Balkans occidentaux cet après-midi, qui précédera ce sommet européen au sujet de l'Ukraine. Il faut réaffirmer la vocation européenne des Balkans occidentaux. Ça fait longtemps que ces pays frappent à la porte de l'Union européenne. On voit qu'il peut exister aujourd'hui une forme de désenchantement vis-à-vis des Européens. Moi, je dis attention à ne pas perdre l'adhésion qui peut exister dans ces pays, cette volonté d'intégration européenne. Et donc, la réunion d'aujourd'hui est importante pour réaffirmer ce message. Et moi, je pense que le président de la République, qui est très allant sur les Balkans occidentaux, a raison de tenir ce discours clair à leurs propos. L'un des enjeux du sommet, c'est aussi d'abandonner l'unanimité pour passer à la majorité qualifiée sur un certain nombre de sujets. Oui. Est-ce que ce combat du président peut être gagné vu sa faiblesse politique aujourd'hui ? Oui, parce que c'est une volonté très claire de l'ensemble des représentants politiques au niveau européen, en particulier au Parlement européen. C'était le message qu'a adressé la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a proposé de remettre à plat toutes les politiques européennes, avec une volonté d'aller plus vite et plus fort quand il faut prendre des décisions. Et donc quand on dit qu'on va mettre fin à la règle de l'unanimité, ça va être par exemple sur les questions d'affaires étrangères, sur les questions fiscales. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un consensus pour y aller. Il va falloir le bâtir au Conseil, mais on est sur la bonne voie. Pierre-Alexandre Anglade, merci, bonne journée. Merci à vous.